Nicolas Cloizot a reçu le prestigieux titre de meilleur ouvrier de France chocolatier en 2007, rejoignant ainsi le cercle restreint, dit des artisans esthètes, dont les créations audacieuses lancent les tendances. Observateur attentif et curieux qui transcende les modes, Nicolas Cloizot incarne le dynamisme créatif de la maison du chocolat, avec l'énergie vibrante d'un goût résolument moderne. Nicolas Cloizot a un savoir-faire particulier qui réside dans l'art de nuancer les sensations, de repousser les limites physiques du chocolat comme un support de création pour explorer de nouvelles dimensions du goût. Le chocolat pose un flux constant de questions pour Nicolas Cloizot, qui réfléchit sans cesse à ce que peut être le chocolat de demain, la réinvention de la ganache chocolat notamment. Il explore inlassablement de nouvelles voies, il rompt avec les pratiques académiques après les avoir épousées, notamment pour avoir le titre de meilleur ouvrier de France, dans sa volonté d'essayer de nouvelles approches. Fidèle à des convictions profondes, il imagine le chocolat autrement, s'efforçant de révéler l'invisible et retenir que l'émotion. Entre ses mains expertes, la Maison du Chocolat célèbre l'esprit créatif évidemment de son fondateur, en assumant avec fierté des tendances toujours audacieuses. Ça n'est évidemment pas, et vous le comprenez naturellement, le domaine, le lieu particulier de Nicolas Cloizot, puisque c'est plutôt l'atelier, c'est plutôt les chocolats autour desquels il s'entoure, ou parfois même dans les plantations. Donc, nous avons eu la chance qu'il accepte, et je vous demande de l'accueillir très chaleureusement. Nicolas Cloizot. Bien bonjour à toutes et à tous. J'ai prévu quelques petites antisèches parce que je n'ai pas l'habitude de faire des présentations devant 900 personnes. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui sur l'invitation donc, de monsieur Xavier Pavie. Donc, je suis Nicolas Cloizot, le chef de la Maison du Chocolat. Donc, cette maison existe depuis 1977, donc elle fête ses 45 ans. Et donc, nous avons vocation en fait, à fabriquer du chocolat haut de gamme. Donc, notre atelier de fabrication se trouve à Nanterre, donc en région parisienne, dans le 92. Et nous avons 40 boutiques à travers le monde. Donc, nous avons des boutiques, bien entendu, à Paris, mais aussi à New York, à Tokyo, à Macao et à Séoul. Et donc, aujourd'hui, je vais vous présenter donc, une synthèse à la fois de mon parcours à travers ma formation, ma philosophie de travail, et l'articulation des différentes missions qui font toute la particularité de mon poste dans une entreprise qui est dédiée à l'univers du luxe, puisque la Maison du Chocolat fait partie du comité Colbert. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce comité. C'est une association qui regroupe 80 maisons de luxe françaises. Et donc dans l'univers du luxe, la perfection est intimement liée à la passion d'un métier. J'ai donc intitulé ma présentation aujourd'hui, la perfection n'existe pas, mais je vous donnerai en tout cas ma vision à la fin de cette présentation. Alors, tout au long de cette présentation, je vous passerai aussi quelques citations de personnes qui sont chères à mon cœur. Donc, déjà la première, qui est de Léonard de Vinci, qui justement a dit « Les détails font la perfection et la perfection n'est pas un détail ». Donc, je vais commencer par mes influences familiales, c'est-à-dire d'où je viens. Donc, moi, je suis issu d'une famille d'artisans voués à la gastronomie. Donc, dès mon plus jeune âge, j'ai baigné dans l'univers de la restauration. Et j'ai été sensibilisé dès mon plus jeune âge, en fait, à l'importance de l'alimentation. Parce que j'avais je dis j'avais parce qu'ils sont à la retraite, des parents qui avaient un restaurant. Donc je dis toujours que je pense en tout cas que, alors j'ai jamais été voir un psy, mais je pense que le choix de ma profession est certainement dû à des stimuli familiaux en tout cas. Et donc le fait de baigner en fait dans l'univers de la cuisine dès mon plus jeune âge, en fait, j'ai baigné à la fois dans le côté salé et sucré, et après j'ai pas forcément d'explication, mais j'étais plus attiré, on va dire, vers le côté sucré, et donc ce qui fait que finalement, naturellement, je me suis dirigé vers une formation de pâtissier. Et donc la question de savoir ce que je voulais faire comme métier, en fait, pour moi, ne s'est jamais posée. J'ai conscience que c'est assez rare,
Et je dis toujours que je pense que le plus difficile dans la vie, c'est de savoir pourquoi nous sommes faits, parce que je suis intimement persuadé que nous sommes tous destinés en fait, à exceller dans un domaine, mais que malheureusement, le plus difficile, c'est de le trouver. Donc du coup, moi j'ai fait une formation de pâtissier, hein, donc j'ai fait ce qu'on appelle un CAP, un certificat d'aptitude professionnelle, hein, donc dans un lycée professionnel, puisque j'avais plutôt un bon niveau à l'école. Et donc quand j'ai souhaité évidemment partir en apprentissage, le corps enseignant, malheureusement, je pense hier comme encore aujourd'hui, voit toujours l'apprentissage comme une voie de garage, donc ce qui n'était pas du tout ma vision et la vision de mes parents d'ailleurs. Hein. Donc le compromis, ça a été de faire entre les deux, c'est-à-dire à la fois quitter l'école, mais sans quitter l'école et sans basculer dans l'apprentissage chez un maître d'apprentissage. En fait, je suis rentré dans un lycée professionnel, donc ce qui m'a permis en fait d'acquérir les bases de mon métier. Je dis toujours ces bases restent essentielles car elles m'ont conditionné en fait pour le choix que j'ai fait par la suite, c'est-à-dire de poursuivre en fait ma formation à travers un brevet de maîtrise, parce que ce brevet de maîtrise en fait m'a permis d'acquérir en fait de la rigueur et de la discipline, et en fait c'est un diplôme qui nous permet aussi dans notre profession de pouvoir être enseignant. Alors, à travers ces deux formations en fait j'ai pu découvrir le travail du chocolat en tant que pâtissier. Et à l'issue en fait de cette formation, je pense que j'ai loupé quelques slides. C'est ça. On va être ici, je pense. Voilà. À l'issue de ma formation de pâtissier, donc j'ai découvert le chocolat, mais le chocolat était une matière première parmi les autres. Et donc j'ai voulu un petit peu, on va dire, me spécialiser dans le chocolat. Et donc du coup, j'ai envoyé ma candidature donc à la Maison du Chocolat, donc où je suis donc rentré en 1996. Et donc j'ai rencontré donc le fondateur donc de cette maison. Je crois que je suis un peu perdu dans mes slides d'ailleurs. Qui était... Non, c'est pas ça, je cherche Robert Lynx. Il n'est pas là. Il doit être là. Voilà, il est là. Voilà, donc j'ai rencontré Robert Lynx donc, qui m'a transmis en fait tout son savoir-faire et toute sa sensibilité dans l'univers du beau et du bon. Et j'ai une phrase qui m'a toujours marqué de Robert Lynx, parce que Robert Lynx disait toujours « tout ce qui n'est pas très bon est mauvais ». Donc c'est pour vous dire à quel point je suis tombé dans une entreprise en fait, où le niveau d'exigence était extrêmement élevé. Et donc en général, quand il disait que c'était bon, on savait qu'il fallait recommencer en fait. Donc cette exigence qui m'a transmise en fait m'a appris à repousser en fait sans cesse mes limites en fait, hein, et je suis devenu, je veux dire un petit peu comme lui finalement, un éternel insatisfait. Donc je sais, c'est des personnes qui sont pas très faciles à vivre au quotidien. Mais en fait, le fait de repousser mes limites sans cesse finalement, ça fait que finalement, au fur et à mesure du temps, je dis toujours, je suis une personne qui le matin ne se rend pas à son travail en fait. Je suis une personne qui vit une passion en fait au quotidien. J'ai toujours une passion dévorante, hein, qui se transforme en une quête sans fin de la perfection dans les différents aspects de mon travail en fait. Et donc fort de cette expérience en fait, Robert Lynx en 2000 en fait m'a confié la responsabilité de créer un atelier dédié en fait aux pièces artistiques à la Maison du Chocolat, puisque jusqu'à 2000 en fait ce service n'existait pas. Et donc j'ai mis en place donc, ce service qui est dédié en fait à créer des pièces artistiques donc en chocolat pour des thématiques comme Noël, Saint-Valentin, Pâques, mais aussi de réaliser des pièces sur mesure en fait pour des clients qui ont des demandes particulières. Et donc après ces années, donc entre 2000 et 2007, ça m'a permis en fait de perfectionner en fait mes techniques, et donc j'ai fait le choix en fait de me présenter au concours de meilleur ouvrier de France. Donc c'était pas une demande de la Maison du Chocolat, c'était plus un choix personnel. C'était une façon pour moi en fait d'être jugé par mes pairs, finalement de voir un petit peu ce que je valais par rapport à mes confrères, puisque le titre de meilleur ouvrier de France en fait
Il s'agit en fait ici du dépassement de soi en sublimant en fait toute son expérience acquise en cherchant la perfection dans la création. C'est aussi la capacité d'entretenir des techniques d'autrefois tout en se projetant vers demain, en apportant des nouvelles techniques et procédés. Parce que quand on va passer un concours comme le concours de Meilleur de France, on va vous demander à la fois d'être capable de faire une technique qui se faisait au 19e siècle ou 18e même siècle, et aussi à la fois de créer une technique, de mettre au point une technique pour justement impressionner en fait vos pairs. C'est aussi de susciter des vocations auprès des nouvelles générations, tout en accompagnant sa profession vers demain. Et donc quand j'ai obtenu ce titre de meilleur ouvrier de France en 2007, ça a conforté le fondateur de la Maison du Chocolat, Robert Lynx, qui après m'avoir confié la responsabilité de l'atelier création, de l'atelier décor, de me confier en fait ce que lui faisait, c'est-à-dire la création, l'élaboration en fait des recettes de chocolat pour la Maison du Chocolat. Donc j'ai mis en place à partir de 2007 en fait un atelier dédié en fait à la création des produits de la Maison du Chocolat. Alors, une citation de Coco Chanel pour passer au paragraphe suivant. Coco Chanel disait la mode passe et le style reste. Je dis toujours des maisons comme la Maison du Chocolat, enfin toutes les maisons sont confrontées à ça, toutes les maisons du comité Colbert, que ce soit des maisons comme Chanel, comme Dior, comme Boucheron. C'est que nous sommes des maisons qui ont un historique et la mode, comme je dis, la mode a vocation à se démoder. Donc certes, il faut faire des créations par rapport, on va dire, aux tendances actuelles, mais on sait forcément que ça va durer qu'un temps. Et ces maisons, justement, qui ont un historique, en fait, elles sont toujours là aujourd'hui parce que, justement, elles ont un style qui reste, en fait. C'est vraiment la signature de marque d'une maison qui fait que ça garantit sa pérennité. Et en ça, je me retrouve tout à fait dans cette citation de Coco Chanel où aujourd'hui, moi, mon travail à la Maison du Chocolat, c'est à la fois de créer des collections éphémères, mais c'est aussi d'entretenir un style, en fait. Alors tout ça, c'est à travers une philosophie de travail. Alors j'ai une philosophie de travail où c'est, comme je dis toujours, c'est avant de créer quoi que ce soit, c'est d'avoir des convictions qui soient fortes à travers un engagement responsable, afin d'être épanoui en fait dans son travail au quotidien. Alors pour cela, en fait, je vais travailler avec ce qu'on appelle des cacaos fins. Alors, on n'a pas forcément conscience, mais aujourd'hui, les cacaos fins, c'est ce qu'on peut appeler des cacaos aromatiques, c'est-à-dire que ça va être un petit peu comme dans le vin, vous allez avoir des cacaos qui vont avoir des notes fruitées rouges, boisées, fumées, florales, acidulées fruits jaunes, etc. Il y a tout un panel aromatique. Et ces cacaos-là, en fait, ça représente moins de 3% de la production mondiale. Tout le reste, en fait, c'est du cacao de masse, en fait, qui est destiné aux industriels. Donc autant vous dire que nous, on est juste une poussière en fait dans l'univers du chocolat. Et donc du coup, moi je porte beaucoup d'attention sur ces cacaos fins, ces matières premières qui sont aussi traçables. En fait, on va aller jusqu'à sourcer ces cacaos jusqu'aux producteurs. Donc je me rends sur les plantations de cacaoyers donc pour sélectionner ces cacaos. Donc en octobre dernier, j'étais justement sur des plantations au Cameroun. En l'occurrence, j'étais à Madagascar, j'ai travaillé avec du cacao au Brésil, en République dominicaine. C'est aussi de créer donc des produits qui soient sans additifs ou ingrédients controversés pour inspirer aussi le bien-être et la naturalité. C'est utiliser le sucre et la matière grasse sans excès. Je dis toujours que le sucre, en fait, pour moi, le sucre n'a pas vocation à sucrer. C'est peut-être un peu paradoxal ce que je dis, mais pour moi, le sucre a vocation à plus être un exhausteur de goût qu'à sucrer, en fait, un produit. C'est cultiver un savoir-faire et une fabrication artisanale. Malgré qu'aujourd'hui, la Maison du Chocolat a 40 boutiques à travers le monde, nous ne sommes pas une entreprise en fait, qui a mécanisé à outrance. En fait, On est vraiment resté sur un principe en fait, où ça reste très manuel. Alors c'est vrai que souvent j'ai des interrogations là-dessus avec les journalistes. Ils me disent, mais de toute façon, de deux boutiques, historiquement, vous êtes passé à 40, vous êtes forcément devenus des industriels. Et quand je leur fais visiter l'atelier, ils sont toujours très surpris parce que je leur dis toujours, je ne suis pas forcément contre la mécanisation. Mon souci, c'est que si je mécanise, c'est que je veux bien mécaniser à partir du moment où c'est la machine qui s'adapte à mes recettes et non pas mes recettes qui doivent s'adapter à la machine.
donc ce que je n'ai pas forcément toujours trouvé. Donc, pour remédier à ça, en fait, aujourd'hui, en fait, on travaille en 2-8, c'est-à-dire que voilà, au départ, quand on avait 2 boutiques, on n'avait qu'une équipe, et aujourd'hui, voilà, on est en 2-8, c'est-à-dire qu'on fabrique des chocolats de 6h30 le matin jusqu'à 22h le soir. Mais voilà, donc ça reste toujours très artisanal. Et des chocolats qui sont conditionnés dans des coffrets qui soient recyclables et fabriqués en France. Donc ça aussi, c'est un gros travail qui a été mené depuis une dizaine d'années, où tous nos coffrets de chocolat aujourd'hui sont fabriqués en France. Et donc à partir de ce moment-là, voilà, je veux dire, je suis, épanoui, mes chakras sont ouverts pour pouvoir être en condition, pour pouvoir créer des produits, voilà, pour cette belle maison. Donc ensuite, on va passer justement à vraiment mon travail proprement dit, où j'ai 3 axes de travail en fait au quotidien. Alors mon premier axe, c'est ce que j'ai appelé les iconiques. Donc ça, en fait, les iconiques, c'est ce que vous allez déguster donc, dans le petit coffret tout à l'heure à la fin de cette présentation. Donc en fait, il s'agit des recettes iconiques, des recettes qui incarnent et qui pérennisent en fait l'entreprise. L'enjeu ici, en fait, c'est vraiment de fidéliser en fait notre clientèle. Alors c'est toute la difficulté de fidéliser notre clientèle d'hier et celle d'aujourd'hui, puisque en fait, comme je vous disais, la maison a 45 ans. Et donc moi, je suis face à la génération des grands-parents, des parents, et aujourd'hui des enfants. C'est vous aujourd'hui, la génération qui arrive dans les boutiques Maison du Chocolat. Et donc je suis face à des clients qui ont à la fois, qui connaissent la Maison du Chocolat depuis toujours, et donc qui, dans la gamme iconique, en fait, ont ce qu'on pourrait dire leur Madeleine de Proust. Et le souci, c'est que je ne peux pas séduire une génération comme vous avec des Madeleines de Proust qui datent d'il y a 45 ans. Et donc, du coup, je dis toujours, ce axe de travail, c'est le plus difficile parce que c'est l'art de toucher sans toucher. Je vais en revenir encore à Coco Chanel avec le numéro 5 de chez Chanel, en fait, qui existe toujours. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce parfum, en fait, a été toujours... c'est l'art de toucher sans toucher, en fait, pour que le produit, en fait, évolue au fur et à mesure du temps, selon, en fait, l'évolution du goût. Et en fait, toute ma difficulté, finalement, c'est... que le client historique, voilà, qui vient acheter toujours ce chocolat-là depuis toujours et qui lui apporte un bonheur extraordinaire, puisse suivre cette évolution. Parce que moi, le but aussi, voilà, c'est de séduire toute une génération comme vous. Donc, en fait, chaque année, je vais retoucher 4 ou 5 recettes iconiques et on ne va pas forcément faire de la communication dessus, mais en tout cas, c'est d'entretenir ces recettes iconiques pour qu'elles restent au goût du jour, sans perturber, on va dire, nos clients historiques. Alors, je vous ai mis quelques exemples. Par exemple, dans les iconiques, vous avez une ganache à la framboise qui s'appelle le Salvador. Alors, quand je parle d'une ganache, une ganache, en fait, c'est 3 ingrédients. Une ganache, c'est le fait de mélanger de la crème, du chocolat et du beurre. Ça vous donne une ganache nature. Alors, si je veux faire une ganache framboise, on va dire historiquement, il y a 45 ans, on prenait de la crème, du chocolat et du beurre, et on vient tout simplement en fait rajouter de la liqueur de framboise. Il y a 45 ans, en fait, dans la gastronomie, on utilisait beaucoup d'alcool. En fait, on mettait de l'alcool un petit peu partout. Dans les années 2000, on a commencé à prendre conscience que finalement, on faisait consommer de l'alcool à des enfants, en fait, à travers cette ganache framboise et à travers plein d'autres produits, en fait. Et donc là, on a commencé à se poser la question, finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas un petit peu retoucher tout ça ? Et donc, c'est là où finalement, voilà... l'alcool a été progressivement retiré et la quantité de crème a été réduite, a été remplacée par de la purée de framboise. Et ça, vous voyez, ça, on va le faire, on va le faire au fur et à mesure du temps pour ne pas perturber le client historique qui était habitué à ce goût de liqueur de framboise. De le faire passer de la liqueur de framboise, on va dire, à un vrai goût de framboise, à de la purée de framboise. Donc là, dans mon travail au quotidien, c'est d'aller aussi avec mon bâton de pèlerin, aller chercher des producteurs de framboise. Donc là, en l'occurrence, je travaille avec un producteur de framboises en Ardèche, donc avec une variété de framboises bien spécifique qui s'appelle de la Maker. La Maker, c'est une framboise qui va être très fruitée et peu acide, donc pour vraiment donner vraiment ce goût de framboise qui va contrebalancer le goût du chocolat. Donc mon travail aussi, voilà, c'est de trouver des producteurs qui sont prêts à se remettre en cause, parce que vous avez des producteurs aussi aujourd'hui qui ont le sentiment de faire le meilleur produit du monde, et quand vous allez les voir, ils vous disent si tu ne prends pas mon produit,
va voir ailleurs. Et donc, du coup, après, du coup, s'il veut que j'aille voir ailleurs, je vais voir ailleurs. Mais en fait, des fois, je cherche aussi des variétés de produits qui sont bien spécifiques. Et donc là, en l'occurrence, en Ardèche, j'ai trouvé un producteur qui m'a planté en fait la variété que je voulais. Et donc aujourd'hui, on travaille en collaboration très étroite depuis plus de 15 ans. Un autre exemple sur les iconiques, il y a la ganache à la framboise qui s'appelle le Zagora, où historiquement, le principe, c'est qu'on va faire infuser en fait la menthe. Donc c'est-à-dire que la crème, on va la faire chauffer, et puis dans cette crème chaude, vous pouvez faire infuser des bâtons de cannelle, vous pouvez faire infuser des gousses de vanille, tout ce que vous voulez faire infuser. Après tout est possible. Hein. Et en l'occurrence, donc pour la menthe, on faisait infuser, on va dire, des bottes de menthe. Hein, vous savez, ça que vous trouvez sur les marchés. Hein, vous achetez ces bottes de menthe avec un élastique là. Et donc ces bottes de menthe, en fait, on les mettait dans la crème. Et finalement, je me suis rendu compte que le fait d'utiliser la botte de menthe en entier, en fait, la tige apportait surtout de l'amertume, en fait, et elle n'apportait aucun intérêt. Et donc, on a travaillé sur le fait d'utiliser uniquement la feuille de menthe, puisque voilà, tous les arômes, en fait, sont là, et la tige apporte que de l'amertume, donc on a retiré les tiges. Et on a travaillé aussi sur le fait de faire de l'infusion à froid, non pas de l'infusion à chaud. Parce que le fait de faire infuser à chaud, ça dure 10 minutes. C'est très intense, c'est très violent. Et le fait de faire infuser à froid, c'est finalement de laisser infuser vos feuilles de menthe pendant 48 heures, mais vous avez une retranscription de la menthe qui est beaucoup plus proche en fait de ce qu'elle est en fait. Donc voilà, ça peut être à la fois un retravail sur les matières premières, ça peut être un retravail en fait sur le process. Le troisième exemple, par contre, c'est le Quito, donc, qui est une ganache iconique de la maison du chocolat, donc, qui a été créée aussi par Robert Lynx, le fondateur. Parce que historiquement, en fait, il y a 45 ans, en fait, quand on faisait une ganache, on va dire les pures origines, ça n'existait pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, dans les ganaches nature, vous allez avoir, c'est un petit peu comme dans le vin. Hein, donc quand vous allez faire votre ganache, vous allez mélanger votre crème, votre beurre et votre chocolat. Soit vous allez faire un assemblage de différents crus de cacao, ou soit vous allez mettre un seul cru pour mettre en avant, en fait, une typicité aromatique, comme je vous disais tout à l'heure, soit pour mettre en avant, justement, la note fumée de ce cacao, la note épicée de ce cacao, la note fruit rouge de ce cacao. Et historiquement, en fait, on ne faisait pas de pures origines, on faisait que des assemblages, puisque Robert Lynx, en fait, lui, son obsession, c'était de trouver un équilibre de goût, d'avoir un chocolat qui soit toujours doux, rond et équilibré. Et donc, c'est vraiment propre à ce chocolat. Et ça, c'est l'une des recettes, justement, que j'ai jamais retouchées depuis 45 ans, puisqu'au bout de 45 ans, c'est un chocolat qui fait toujours partie des meilleures ventes à la Maison du Chocolat. Et je dis toujours, c'est le chocolat qui sert d'étalon, parce que finalement, quand vous ne connaissez pas la Maison du Chocolat, que vous venez en boutique, on va vous faire goûter ce chocolat, puisque finalement, comme je vous dis, il est doux, rond, équilibré. Et selon finalement la sensation que va vous procurer ce chocolat, ça va nous permettre au personnel de vente de pouvoir vous guider après justement sur tel ou tel chocolat, voilà, selon en fait le ressenti que vous aurez eu sur ce chocolat. Donc ça c'est vraiment voilà, le premier axe de travail. Le deuxième, donc c'est les collections, ce que j'appelle les collections éphémères. Donc les collections éphémères, là on va aller dans le deuxième aspect de ce que disait Coco Chanel. On est plus dans l'affirmation d'un style. Hein. Donc à travers je crois que j'ai zappé quelque chose. Je crois que j'ai zappé le concours de meilleur de France, non? Ah si, j'ai parlé du meilleur de France. Mais en fait, ce que je ne vous ai pas expliqué dans le concours de meilleur de France, c'est que quand j'ai fait ma pièce en chocolat, ici, sur cette pièce en chocolat, en fait, j'ai travaillé sur le fait de perforer le chocolat. Vous voyez, ici, j'ai fait une chaise, et le dossier et la face avant étaient entièrement percés. Donc avec je ne sais pas si ça vous parle, une Dremel, hein, enfin c'est une perceuse de maquettiste. En fait, j'ai percé ce chocolat. Et le jour du concours, en fait, j'ai mis un très grand projecteur derrière cette chaise, et finalement, ça a fait tout un effet de dentelle. Donc il y a eu beaucoup d'effets lors de ce concours. Et donc, suite à ce concours-là, en fait, j'en ai fait ma signature artistique. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, dans ce deuxième axe de travail, donc qui est les collections éphémères,
c'est quelque chose que j'ai gardé. Donc j'ai développé cette technique de perforation qui permet en fait d'apporter je dis toujours de la légèreté, de la transparence et du mouvement. Et donc ce travail de perforation, on le retrouvera toujours en fait sur toutes ces pièces qui vont être faites. Donc ici la pièce de Pâques qui a été faite en 2022. Donc sur une pièce où de mémoire il y avait 2500 perforations. Donc là, bien évidemment, ici, on ne parle pas de rentabilité, hein. On parle avant tout d'un savoir-faire et de mettre en avant le savoir-faire d'une maison, en fait, hein. Je dois avoir une deuxième pièce, voilà, celle-ci, c'était la dernière pièce qui est sortie, donc c'était la pièce de Noël dernier, où là, c'était un travail sur une accumulation de paquets cadeaux en chocolat, où là, vous voyez, le travail de la perforation, en fait, a vocation à évoquer le motif d'un papier cadeau. Alors, sur les collections éphémères, il va y avoir à la fois le travail artistique à travers ces pièces en chocolat pour Pâques et pour Noël. Et il va y avoir donc aussi tout le travail des développements des coffrets avec des collections de chocolat, donc des chocolats qui vont être éphémères. Donc là, on va plutôt être sur le côté mode, hein, puisqu'on va être sur des chocolats qui vont durer juste le temps d'une Saint-Valentin, des chocolats qui vont durer juste le temps de Noël ou juste de Pâques. Donc du coup, j'ai 4 collections en fait, qui sortent par an, qui sont mondes, c'est-à-dire il y a une collection donc, pour la Saint-Valentin, une collection pour Pâques, une pour l'été, une pour Noël. Et j'ai 6 autres collections donc, qui sont propres aux filiales où nous sommes. Hein. Donc il y a 2 collections qui sortent aux États-Unis, donc une collection pour Halloween, une collection pour la Thanksgiving. 2 collections pour le Japon, une collection qui est pour White Day et une collection qui est pour Cherry Blossom. Je ne sais pas si ça vous parle, Cherry Blossom, c'est donc un coffret qui sort pour la fête des cerisiers au mois de mars. Et White Day, en fait, c'est un coffret bien spécifique parce que je ne sais pas si vous connaissez la coutume au Japon, c'est que pour la Saint-Valentin, c'est différent en France, hein, ce n'est pas forcément une connotation amoureuse en fait, de la Saint-Valentin au Japon. Le principe, c'est que les femmes, en fait, doivent offrir du chocolat et rien d'autre à tous les hommes de leur entourage. Donc, elles achètent beaucoup de chocolat, puisque c'est à la fois pour leur patron, pour leur père, pour leur mari, pour leurs voisins, pour leurs frères, voilà. Il y en a pour tout le monde. Donc voilà, c'est une période, nous quand on sort de Noël en France, en fait, ça a été une période très forte. Là, dans 15 jours, je pars au Japon, puisque du coup, au Japon, ça va être très très fort cette période-là. Et donc, un mois après la Saint-Valentin, le 15 mars, il y a une fête qui s'appelle White Day, en fait, où le principe, justement, c'est qu'après, ce sont les hommes qui offrent, en fait, un cadeau à leurs femmes. Alors là, c'est que à leurs femmes, mais il faut que ce soit un cadeau qui ait une valeur 5 fois plus forte que ce qu'ils ont eu par rapport à la Saint-Valentin. Donc nous, on fait quand même un petit coffret de chocolat au cas où l'homme voudrait acheter du chocolat. Voilà, c'est ça, le principe. Et les 2 dernières collections, donc c'est pour Hong Kong. Donc un coffret pour le Nouvel An chinois et un coffret pour une fête qui s'appelle Moon Chocolate, donc une fête pour la fête de la Lune. Voilà, donc ça fait 6 qui sont propres aux filiales et 4 qui sont mondes. Donc j'ai 10 collections éphémères par an à sortir. Donc c'est quand même voilà, très, très intense puisque c'est des créations de chocolat. On part d'une feuille blanche, hein, on crée des nouvelles recettes, on crée un nouveau coffret et on raconte une belle histoire en fait. Je crois que j'oublie rien sur le 2e axe de travail. Le 3e axe de travail, donc le 3e et le dernier axe de travail. Donc celui-ci, en fait, c'est, j'ai marqué capter les tendances de fond. Donc c'est de créer de nouvelles envies. Là, l'idée, en fait, c'est, je dirais ici, la perfection se traduit par le fait de travailler sans contrainte de temps, puisque bien entendu, d'entretenir des recettes iconiques, voilà, il faut le faire régulièrement, comme je vous disais, 4 ou 5 recettes par an. Les collections éphémères, bien entendu, il faut bien que je sorte Pâques à Pâques et que je sorte bien Noël à Noël, sinon j'aurai un problème. Et donc le 3e axe de travail, voilà, c'est vraiment de se dire, on ouvre des portes sur ce que pourrait être le chocolat de demain, voilà, sans se mettre de contraintes de temps, d'explorer, d'ouvrir des nouvelles portes. Alors, bien entendu, comme je dis, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi non plus, hein, il est primordial de garder la signature de goût de la marque à travers la justesse des saveurs et des textures. Mais sur ce 3e axe de travail, en fait, c'est des axes où je vais pouvoir me faire épauler par des personnes. C'est-à-dire que
J'ai travaillé avec des scientifiques en physique-chimie, j'ai travaillé avec des nés, j'ai travaillé plus récemment avec un nutritionniste. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ces 3 axes de travail, je dis toujours que ces 3 axes de travail sont très complémentaires parce que, en fait, ce qui se passe dans le 3e axe de travail, c'est indirectement celui-là qui va venir nourrir le premier, parce que comment je fais évoluer en fait mes recettes iconiques, c'est aussi par rapport à justement ce qui va se passer dans le 3e axe de travail, dans ce qui va se passer à travers les créations de demain. Je dis toujours aussi que ce 3e axe de travail n'est pas basé sur la rentabilité, mais sur l'ouverture d'esprit pour envoyer la marque et mes collaborateurs et ma profession vers demain. Et bien entendu, de montrer qu'une entreprise qui crée est une entreprise qui vit, car elle suscite l'envie de vivre une expérience gustative à travers des coffrets de curiosité. Je dis toujours que ces coffrets, en fait, quand ils sortent, moi je les vois plus comme des coffrets de curiosité. L'objectif, c'est pas forcément, comme je dis toujours, la rentabilité, je dis toujours vulgairement, de remplir le tiroir caisse. Là, l'idée, c'est vraiment de faire vivre en fait une expérience en fait à nos clients. Et je dis toujours, j'ai pas de souci à entendre des clients qui me disent j'ai pas aimé ce que vous avez fait. Moi, ce qui m'importe, en fait, voilà, c'est de les transporter vers autre chose. Et voilà, il y a des personnes qui vont apprécier, tant mieux, ils auront vécu quelque chose d'extraordinaire. Des personnes qui n'auront pas apprécié ou qui n'auront pas compris, voilà, il y en aura toujours. Et voilà, ça faut l'accepter tout simplement. Donc, sur les différents projets sur lesquels que j'ai travaillé, alors le plus récent, alors c'est celui-ci, c'est la collection Bien-être, qui est sortie en 2018. Enfin, après, il y a eu tout un travail de différentes collections qui sont sorties sur les collections Bien-être, où l'idée, finalement, c'était de se dire, je vous expliquais tout à l'heure, une ganache, c'est le fait de mélanger de la crème, du chocolat et du beurre. Et finalement, de se dire, est-ce qu'on pourrait réinventer la ganache, mais plus dans un esprit de naturalité et de bien-être, et de se dire finalement, est-ce qu'on pourrait faire une ganache uniquement à partir de matières premières d'origine végétale? Donc je retire la crème, je retire le beurre, il ne me reste plus que le chocolat. Donc voilà, nous en tant que chocolatiers, on nous apprend à mélanger ces 3 matières premières-là. Donc qu'est-ce que je fais? Donc pour ça, en fait, évidemment, je pourrais travailler tout seul, mais ça pourrait durer 10 ans, parce que des matières premières d'origine végétale, il y en a pléthore. Donc pour ça, voilà, je vais faire appel à un nutritionniste finalement qui va aussi me guider finalement dans le choix de ces matières premières. Et donc voilà, j'ai travaillé avec le docteur Thierry Yann, qui est médecin nutritionniste. Et donc ça a donné naissance en fait à un coffret qui s'appelle Naturellement Fruits, et où là l'idée ça a été de reprendre en fait nos ganaches aux fruits qui sont entre guillemets animales. Je vous parlais tout à l'heure de la ganache à la framboise, où on fait un mélange crème, purée de fruits, chocolat et beurre. Finalement, de refaire un coffret avec tous les parfums fruités de la maison du chocolat, donc c'est-à-dire la framboise, le citron, l'orange, le cassis, le fruit de la passion, et de les faire en version végétale. Donc voilà, ça a donné naissance à ce coffret qui est sorti l'été dernier. Donc ce qui permet finalement à nos consommateurs en fait, de faire l'exercice en fait, entre les deux, s'ils ont l'habitude de déguster celui aux fruits de la passion, aujourd'hui ils peuvent déguster le fruit de la passion en version végétale. Et là l'idée c'est de faire coexister en fait les 2 collections pendant au moins 3 ans, et pour voir finalement, comme je dis toujours, c'est difficile de se projeter dans demain, parce que c'est de se dire est-ce que dans 10 ans, dans 15 ans ou dans 20 ans, quand vous irez chez un chocolatier, la crème et le beurre, ça ne sera plus un sujet, tout sera devenu végétal. Est-ce que finalement le végétal, ça aurait été juste un phénomène de mode et puis on sera toujours resté avec la crème et le beurre? Ou est-ce que demain, quand vous irez chez un chocolatier, quand vous voudrez un chocolat au caramel, au citron ou à la framboise, on vous dira spontanément est-ce que vous voulez une version animale ou une version végétale? C'est difficile à dire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, on a, en boutique, on a vraiment les 2 collections qui cohabitent, et on verra voilà, ce qu'on pourra en tirer comme conclusion, on va dire, dans 3 ans. D'autres collections sur lesquelles j'ai créé, par rapport à ce 3e axe de travail, quand je vous disais des coffrets de curiosité, alors ça en était un, puisque c'était une collection que j'avais fait avec la maison Pétrosian, qui fait partie aussi du comité Colbert, avec Armen Pétrosian, qui m'a fait découvrir tous ces caviars. Et donc là, l'idée, c'était voilà, de mélanger du caviar dans une ganache, c'est-à-dire qu'on va faire chauffer la crème.
On va incorporer donc du caviar dans la crème, on va mixer pour faire une crème de caviar, et cette crème de caviar, on va la verser sur le chocolat, et on va venir rajouter un petit peu de beurre pour accentuer le côté lisse et fondant de la ganache. Là, l'idée à travers cette collection, c'était de faire découvrir des notes à la fois iodées, des notes marines dans le chocolat. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, je comprends tout à fait. J'avais des personnes qui venaient acheter ce coffret-là toutes les semaines, et des personnes qui m'ont dit qu'ils ont trouvé ça complètement immonde. Mais voilà, je l'entends, il n'y a pas de souci. Moi, l'essentiel, c'est que le consommateur ait pu goûter, en fait, ait pu ressentir des notes iodées, des notes marines dans du chocolat. Voilà, après, libre à chacun d'apprécier ou pas, en fait. Mais en tout cas, voilà, ça permet de vivre l'expérience. J'ai travaillé sur une collection qui s'appelait Esprit Salé aussi. Donc là, c'était plus par rapport à mes origines dans la cuisine. C'était plus des souvenirs d'enfance où j'avais sorti une collection où on trouvait des chocolats à base de cèpe, des chocolats à base d'olive noire. J'avais même fait une ganache aux oignons caramélisés avec des petits morceaux de figues qui avaient macéré dans un vinaigre balsamique. Et puis celui-ci, c'était un chocolat au poivron et piment d'Espelette. Alors ça, c'était des chocolats plutôt destinés, on va dire, pour l'apéritif. Donc c'était un format aussi, c'est vrai que je vous en ai pas forcément parlé, mais dans l'élaboration en fait, d'un chocolat, ce qui est important aussi, c'est son format. Puisque finalement, on ne va pas forcément avoir la même sensation si on est sur un chocolat qui fait 3 grammes, 5 grammes ou 10 grammes. Donc là, on était sur des chocolats qui faisaient 3 grammes. Donc on faisait juste une bouchée. Voilà, et ça suffisait parce que sur un format 8 ou 10 grammes, ça aurait été plutôt écœurant en fait. Je conclurai avec une citation de Jeanne Lanvin qui va peut-être pas faire plaisir aux financiers parce que Jeanne Lanvin disait je ne parle ni mode ni budget, je parle perfection. Alors voilà, ça c'est une citation qui me parle beaucoup. Alors je dis toujours que cette citation me parle car mon poste n'est pas de me soucier de la santé financière de mon entreprise, bien que je sois tout à fait conscient de son importance. Je suis bien conscient de son importance parce qu'aujourd'hui, je sais aujourd'hui que mes deux premiers axes de travail, comme je dis pour parler vulgairement, mes 2 premiers axes de travail ont vocation à remplir le tiroir caisse. Et je pourrais me faire plaisir sur le 3e axe de travail, c'est-à-dire d'ouvrir des portes sur le chocolat de demain sans contrainte de temps, qu'à partir du moment où en fait, j'assure en fait, que mes 2 premiers axes, entre guillemets, tiennent la route. Voilà, c'est pour ça que je dis, voilà. Je suis pas réellement face à des budgets, mais j'ai conscience que voilà, je peux m'amuser sur mon 3e axe si j'entretiens mon 1er et mon 2e axe. Voilà, c'est ça. Mais je ne suis pas confronté aujourd'hui forcément à des prix de revient. Là-dessus, j'ai beaucoup de marge de manœuvre, en tout cas, sur le fait du choix de mes producteurs, du prix de mes matières premières. Et ça... Voilà, ça je reconnais que c'est la beauté des belles et des grandes maisons qui font partie du comité Colbert. Et voilà, je terminerai en tout cas en vous donnant voilà, mon opinion sur la perfection qui n'existe pas, mais je dis toujours à mes collaborateurs, la perfection n'existe pas, mais vous pouvez chaque jour la toucher du bout des doigts, par une remise en cause permanente et une humilité face à l'évolution constante de notre société. Alors, je pense que je reste convaincu qu'aujourd'hui, rien n'est gravé dans le marbre. Je dis toujours à mes collaborateurs, voilà, ce qui était valable hier n'est pas forcément demain. Et je tire toujours une grande satisfaction. Je dis toujours quand mes collaborateurs ont des idées plus pertinentes que les miennes. Je n'en suis pas du tout frustré, bien au contraire. J'ai plutôt le sentiment en fait, d'avoir accompli mon travail quand j'arrive à ça. Donc voilà, je dis ça parce que voilà, j'ai la chance d'avoir un de mes collaborateurs qui va prochainement passer le concours de meilleur ouvrier de France. Et donc pour moi, ça sera une très grande satisfaction. En fait, j'aurai le sentiment je pense d'avoir accompli mon travail jusqu'au bout à la Maison du Chocolat quand j'aurai un de mes collaborateurs qui sera meilleur ouvrier de France. Je termine cette présentation avec donc le meilleur, puisque nous allons pouvoir participer à une dégustation de chocolat. Et je crois que Xavier Pavie va appeler des personnes.
Merci Nicolas de cette présentation. Donc on va continuer. Je vais demander aux 4 personnes qui ont prévu leurs questions de monter sur scène et nous rejoindre. N'oubliez pas votre boîte de chocolat, ceux qui montent sur scène. Sorry, don't forget your chocolate box. Do you have it? Do you have your chocolate? Moi, j'ai pas de coffret, par contre. Je sais ce qu'il y a dedans, par contre. Hello, hello. On déguste d'abord les chocolats, c'est ça? Alors, je vais vous donner une explication un petit peu très élitiste, en fait, de déguster du chocolat. Je dis toujours que si tout le monde dégustait des chocolats comme ça, je pense qu'on n'aurait pas beaucoup de clients, mais voilà, après, voilà, je vous donne la version extrême. Je dis toujours que c'est à peu près 5% des consommateurs qui dégustent le chocolat comme ça. Le principe, en fait, quand j'élabore un chocolat, en fait, je vais toujours déguster un chocolat en le décortiquant, en parlant du début de bouche, du milieu de bouche et du fin de bouche. C'est pour ça que je dis, quand je crée les recettes dans mon atelier, je vais toujours déguster un chocolat comme ça. Et je vais toujours faire le même exercice chez moi dans mon canapé en le dégustant comme la majorité d'entre vous, en se disant tout simplement, je le mets dans ma bouche et voilà, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Et donc, quand je vous parle de début de bouche, milieu de bouche, fin de bouche, le principe, c'est que quand vous prenez un chocolat, vous allez d'abord, donc, vous allez en croquer un morceau, vous allez le croquer, le mâcher grossièrement, et vous allez avoir une première sensation, donc ce qu'on va appeler le début de bouche. Et ensuite, vous allez laisser ces morceaux en fait fondre entre votre langue et votre palais. Là, vous allez avoir une deuxième sensation, ce qu'on va appeler le milieu de bouche. Et une fois que vous l'aurez complètement ingéré, finalement, qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce que finalement il y a ce qu'on appelle de la longueur en bouche? Est-ce que les notes chocolatées restent ou est-ce que finalement tout disparaît? Donc ça, c'est ce qu'on va appeler la fin de bouche en fait. Alors bon, voilà, après si vous voulez vous prêter à l'exercice, vous pouvez. Enfin après, voilà, vous n'êtes pas obligé. Donc du coup, là vous allez pouvoir donc déguster donc 2 chocolats. Donc on a choisi avec Xavier Pavie donc de vous faire déguster 2 grandes familles, parce que dans les chocolats, vous avez ce qu'on appelle les ganaches. Je vous ai beaucoup parlé des ganaches, mais vous avez aussi les pralinés. Donc le premier, en fait, c'est une ganache. Donc c'est un mélange de crème, de chocolat et de beurre. Et donc là, par contre, c'est un chocolat donc, qui s'appelle Akosombo. Donc c'est un chocolat où, à l'inverse de tout à l'heure, quand je vous ai dit le Quito est un assemblage de différentes origines. Ici, on est sur un chocolat, on est sur un pur origine. Donc c'est un cacao qui provient du Ghana. Donc le noir, on va commencer par le noir, le chocolat noir. Donc c'est une ganache avec un cacao qui provient donc du Ghana. Et donc je vous laisse le déguster. Je vais demander en fait aux 4 étudiants qui sont sur la scène de me dire si on est plutôt dans un cacao qui a des notes plutôt épicées, un cacao qui a des notes plutôt acidulées et fruits rouges, un cacao qui a des notes plutôt florales, ou peut-être autre chose. Vous avez le droit de vous tromper, je vous rassure. That's clear to you? Understood? The question, understood? The question is, what is the taste? Actually? So you can say. Bonjour, Messiah. Bonjour. I'd like to ask you what was your favorite chocolate when you were young, and what's your... Il n'a pas goûté son chocolat, c'est ça? Merci d'abord pour la présentation et pour nous avoir fait un peu saliver pendant 1 heure avec ces petits chocolats. Tout d'abord, pour ce premier chocolat, je trouve qu'on a plutôt un côté assez floral, assez léger en début de bouche. En tout cas, on n'est pas sur trop les notes épicées. Moi, sur le premier.
Et en tout cas, on a vraiment le côté chocolaté qui reste assez longtemps. Bah, je l'ai encore, en tout cas, sur la bouche, et un peu sur la fin de bouche, là, sur les papilles, qui reste pas D'accord. mal. Et bah, en tout cas, ça reste assez fruité aussi, même en fin de bouche. C'est quelque chose qui reste assez longtemps. Vous êtes plutôt dans le fruité. Plutôt sur fruité en fin de bouche, et au départ, c'est quelque chose d'assez frais, assez floral plutôt. D'accord. Alors, j'ai pas dit que c'était bien. Hein. J'ai dit d'accord dans le sens où je comprends ce qu'il veut dire. Alors, est-ce que... Non, Alors, sur le début de bouche, on est vraiment... Alors, il y a quand même du bon dans ce que vous dites, je vous rassure. Alors, dans le début de bouche, on est vraiment sur des notes chocolatées. Et en milieu de bouche, alors on est sur un cacao qui provient du Ghana, on est sur des notes qui sont plutôt épicées cacaotées en fait. Et en fin de bouche, on est plutôt sur une légère amertume. Donc on est plutôt sur un chocolat qui est plutôt chocolaté, épicé, avec une légère amertume en fin de bouche. Alors, quand on va être dans un chocolat floral, on va être sur un chocolat qui va être beaucoup plus doux que celui-là en fait. Et quand on va être dans des notes plutôt fruitées, on va plutôt être sur des chocolats qui vont plutôt avoir des notes qui vont tirer sur des cacaos qui sont plutôt acidulés. Vous allez ressentir davantage d'acidité en fait, dans ce chocolat en fait. On déguste le deuxième chocolat. Alors le deuxième chocolat en fait c'est du praliné. Donc le praliné en fait c'est le fait d'utiliser des oléagineux. Donc c'est-à-dire ça peut être des amandes, des noisettes, des noix de pécan, des pignons de pin, de la noix de macadamia. Et donc ces fruits secs, en fait, on va les associer avec du sucre et on va chauffer l'ensemble. Le fait de chauffer l'ensemble, on va torréfier le fruit sec et on va caraméliser le sucre. Et on va obtenir ce qu'on appelle une nougatine de fruits secs. Et cette nougatine de fruits secs, on va la broyer dans un mixeur. Et quand on va broyer cette nougatine, en fait, on va libérer en fait, la matière grasse qui est dans le fruit sec et on va obtenir une pâte de fruits secs qu'on appelle du praliné. Et donc là, ici, dans ce praliné qui s'appelle crêpe dentelle, c'est un praliné qui est fait à base d'amandes, de noisettes et donc de sucre caramélisé, et dans lequel on est venu rajouter des éclats de crêpe dentelle. Donc je vous laisse le déguster, on est vraiment dans quelque chose de très différent. Donc c'est celui au chocolat au lait. Il est déjà dégusté peut-être. Donc là, dans la dégustation, sur le début de bouche, on va plutôt être sur des notes plutôt fruitées, caramélisées. C'est un caramel qui est quand même très, très marqué, puisque la particularité des caramels de la Maison du Chocolat, c'est que le caramel va être très, très cuit. Donc ça aussi, selon chaque chocolatier, vous pouvez avoir des pralinés avec des caramels qui sont peu cuits ou très cuits. Donc la Maison du Chocolat, c'est des caramels qui sont très cuits. Donc c'est quelque chose qui est très présent au début de bouche. Et ensuite, vous allez plutôt avoir ce qu'on va appeler les notes biscuitées en milieu de bouche. C'est vraiment ces petits effets de crêpe dentelle qui sont dans le praliné. Et en fin de bouche, une fois que vous l'aurez ingéré, il vous restera plutôt les notes chocolatées et lactées en fait, de ce chocolat. We're going to start the question now, so maybe you can start with your question now. Bonjour, monsieur. Bonjour. What was your favorite chocolate when you were young, and like what's your favorite dessert ever? Quel est votre meilleur chocolat? Quel est votre meilleur dessert pour vous? Mon chocolat préféré? C'est ça? Quand vous étiez enfant, Ah, quand j'étais enfant. Alors, quand j'étais enfant, moi j'ai un souvenir de quand je rentrais de l'école avec ma maman qui grillait un morceau de baguette au four et puis elle venait déposer des carrés de chocolat dessus. Voilà. J'ai ce souvenir-là de la fois ce chocolat fondu et ces odeurs de pain grillé en fait. That's a toasted piece of bread with chocolate. Milk chocolate or dark chocolate when you were a kid? Non, c'était du chocolat noir. Chocolat noir. C'est une maman qui Piece of mangeait bread, du chocolat noir. toasted bread with chocolate on it. D'accord, merci. Merci. So thank you so much for sharing. And my question is, if you are a member of the Imagination Week, if you are an ESSEC student who participates in today's project,
So what's about your new idea in this week? Will you create a new product about chocolate or innovate the taste of the chocolate? Something else? Je viens de- Très bonne question. C'est une question. Si vous étiez à notre place, à leur place, aux places des étudiants, et vous deviez créer quelque chose de totalement imaginatif en termes de chocolat, vous feriez quoi? Alors moi, si demain je devais ouvrir ma chocolaterie, c'est ça Votre chocolat, votre créativité, qu'est-ce que vous aimez créer plutôt avec du chocolat? Si vous n'aviez aucune limite pour votre créativité. Alors il y a deux choses. Alors, je veux dire, si moi demain je devais en tout cas créer une chocolaterie, on va dire Nicolas Cloizeau, je pense que je ferais une chocolaterie qui serait uniquement à partir de matières premières d'origine végétale et bio. Voilà, déjà ça, voilà. Mais sinon, autrement, en termes d'innovation pour demain, je vais quand même vous dire des choses qui sont quand même qui sont secrètes. On est entre nous. C'est le troisième axe de travail pour les années qui vont venir. Hein. Aujourd'hui, je suis en train de travailler sur... je pars toujours d'un constat juste basique, en fait, hein, quand je suis sur mon troisième axe de travail. Hein. C'est juste qu'aujourd'hui, on est en train de nous dire, en long, en large, en travers, que la planète se réchauffe. Et que moi, en tant que chocolatier, il y a quelque chose qui est très simple, hein, c'est que nous, en tant que chocolatier, quand il fait froid, on vend du chocolat, quand il fait chaud, on n'en vend pas. Donc, vu ce qu'on nous annonce, c'est quoi notre avenir? Et donc, du coup, en fait, moi, l'idée en fait, sur laquelle je travaille aujourd'hui, c'est de me dire, demain, quand vous irez acheter un coffret de chocolat à la Maison du Chocolat, ce coffret, le petit coffret que vous avez vu là, par exemple, celui-là, vous pourrez le déguster comme vous l'avez dégusté là. Mais ce même coffret-là, vous pourrez très bien le mettre au congélateur chez vous, vous pourrez le manger glacé, et il ne sera pas dur comme du caillou. Did you understand? You understood what has been said? Okay, thank you. Merci. Merci beaucoup. Vegan and iced chocolate. Yes, please, go ahead. Hello. Thank you for the presentation and for the chocolate. So my question is, what is your vision for the future of chocolate? Do you think artificial chocolate will gain more prominence over natural chocolate? So again, the end, didn't get it. So my question is, do you think that artificial chocolate will gain more prominence Artificial chocolate? Yeah. Okay, all right. over natural chocolate? La question est à propos du chocolat artificiel par rapport au chocolat naturel. Artificiel. Alors, c'est pas forcément artificiel, enfin, je ne sais pas ce qu'elle entend par là. J'imagine qu'on parle du chocolat de masse des industriels et le chocolat, c'est plutôt ça, j'imagine. Artificial, you mean industrial chocolate or something else? Yes, like which are less expensive and use not like basically they're not the natural ingredients. Yeah, oui, c'est ça. Des ingrédients plus industriels, des ingrédients plus chimiques que des ingrédients plus naturels. C'est juste qu'aujourd'hui, en fait, on n'a pas forcément conscience, hein, mais le cacao, plus de 90% de la production mondiale aujourd'hui est du cacao de masse. Hein. Donc c'est un cacao qui passe par des traders à la bourse de Londres, hein, par rapport à des cotations boursières. Et donc les industriels aujourd'hui, pour des questions de coût, en fait, vont supprimer des étapes en fait dans le processus de fabrication du chocolat. C'est-à-dire qu'en fait, sur les lieux de production, en fait, aujourd'hui, la fève de cacao, il faut la faire fermenter, il faut la faire sécher. Et cette fermentation, en fait, a vocation à développer les précurseurs d'arômes et donc à développer, comme je vous disais tout à l'heure, ces notes de fruits rouges, ces notes fumées, boisées, florales, etc. Sauf qu'évidemment, de les faire fermenter, de les faire sécher, c'est du temps, et le temps, c'est de l'argent. Donc du coup, aujourd'hui, les industriels, en fait, passent sur ces étapes-là. Donc, ce qui fait que finalement, ils ont des cacaos qui sont, en termes de goût, qui sont très linéaires, en fait, qui n'ont pas forcément il ne se passe pas grand-chose, finalement. Alors que nous, aujourd'hui, on va dire les 3% qui sommes à côté, en fait, nous, on est vraiment... on ne passe pas du tout par des traders, hein. Nous, on achète directement à des producteurs. Hein. Pour vous donner un ordre de prix, nous, on achète quasiment 6 fois plus cher que les cotations boursières aujourd'hui. Et on passe beaucoup plus de temps, puisque nous, on se rend sur les plantations, on va faire fermenter les fèves de cacao. Une fermentation, ça peut aller jusqu'à 6 jours. Un séchage, ça peut aller jusqu'à 6 jours. Et après, il y a tout un travail en fait, de torréfaction aussi du cacao. Et
Et les fèves de cacao vont être torréfiées différemment selon en fait la variété du cacao, selon l'altitude où il a poussé, selon le sol où il a poussé. Donc on va tenir compte en fait de plein de facteurs en fait pour pouvoir justement faire ressortir ces typicités aromatiques en fait. Et ce sont aussi des plantations qui subissent aucun traitement aussi, hein, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui vous avez des variétés de cacao qui ont été développées pour les industriels, qui sont très productifs, qui sont très robustes face aux maladies. Alors que nous, dans ce qu'on appelle les cacao fins, on est sur des variétés qui justement n'intéressent pas du tout les industriels, parce qu'on est sur des variétés qui s'appellent des criollos. Et les criollos sont des variétés qui sont très fragiles et qui sont peu productives en fait. Hein. Donc on est vraiment dans deux mondes complètement opposés en fait. So the main issue, as you mentioned, it's about how could you get the raw material. To what extent actually the Maison du Chocolat is fully dedicated to access to the raw material itself, to the plantation itself, and to go there to the cocoa bean actually. That's absolutely not what the artificial means or industrialization actually can do, because they prefer to buy actually on the stock option, for instance, or the actions. How could they get some chocolate with industrial point of view, which is definitely not linked or very close to the plantation themselves. So that is the main difference between both. They have to get an access to the raw material, to the cocoa bean, as well as the raw material itself. All right, maybe the last question, dernière question. Donc, quand je vois votre métier, vos créations, je vois bien sûr un maître chocolatier, je vois un chef pâtissier, je vois à la fois un artiste, un poète, un inventeur, etc. et tant d'autres. Et pour vous, qu'est-ce qui représente le mieux, qu'est-ce qui reflète le mieux votre profession, selon vous? Ce qui représente le mieux notre profession, c'est avant tout en fait de travailler avec des personnes qui sont passionnées, qui se remettent en cause aussi au quotidien. Hein. Moi, je dis toujours, je l'ai dit tout à l'heure, hein, je dis moi, à partir du moment où j'ai des collaborateurs là, qui ont des idées plus pertinentes que les miennes, je suis grandement satisfait. J'ai le sentiment d'avoir fait mon travail. C'est aussi une remise en cause perpétuelle. Et comme je dis, moi, je suis un éternel insatisfait. Donc voilà, ce qui était valable demain, ce qui était valable hier n'est pas forcément demain. Donc voilà, c'est toujours de toujours se remettre en cause en fait. Merci beaucoup Nicolas Cloizeau d'avoir été avec nous.